il faut le dire très clairement. Vous savez, il est vrai que de ce côté-là, la famille Bongo avait pratiquement caporalisé l'appareil de l'État. C'est-à-dire que l'ensemble des membres de la famille se retrouvaient un peu partout, au niveau de l'administration, au niveau des forces armées, au niveau des agences de renseignement, c'est-à-dire que cette famille avait véritablement caporalisé l'appareil étatique de ce pays-là. Et donc, dans un système pareil, le seul contre-pouvoir qui reste au peuple, c'est l'armée. Ça, il faut le dire, c'est l'armée. C'est l'armée en ce sens où, si vous observez un peu avec ce qui se passe depuis l'Afrique de l'Ouest, vous verrez que vous avez deux corps ou alors unités qui finissent par prendre le pouvoir. Exact. Le premier corps, c'est la garde républicaine. Okay. Simplement parce que les hommes qui sont renversés avaient constitué la garde républicaine comme étant des gardes prétoriennes, simplement pour conserver leur pouvoir. Et la seconde unité, justement, qui arrive à faire ces renversements, je ne vais pas utiliser coup d'État parce que ce sont des mots importés qui ne reflètent pas toujours la réalité de nos pays africains qui sont en quête de liberté et de souveraineté. Donc la deuxième unité, en dehors des gardes républicaines, ce sont les forces spéciales. Si vous vous souvenez bien, en Guinée-Conakry, ce sont les forces spéciales. Oui. Au Burkina Faso, c'était les forces spéciales. Ouais. Au Mali, c'était les forces spéciales. Au Niger, c'était la garde républicaine. Et au Congo et au Gabon, c'est encore la garde républicaine. En réalité, lorsque ces forces arrivent, elles arrivent véritablement comme des contre-pouvoirs qui viennent justement remettre ou alors rebattre les cartes dans un système ou dans un jeu dont les dés avaient été pipés dès la base. Pipés sur la base de quoi? Sur la base de la France-Afrique. Et donc, c'est pourquoi, justement, leur avènement suscite beaucoup d'espoir au sein de la population. C'est l'une des raisons même qui devrait amener le candidat déchu à la personne du professeur Albert Ondo Ossa de se poser la question si véritablement il était voulu par le peuple gabonais ou il était vu comme une alternative du genre ce n'est que ce qu'on en fait avec. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Parce que aujourd'hui, et même durant la campagne présidentielle, on a vu l'opposition gabonaise, qu'il faut le dire clairement, est une reproduction du système élitiste france-africain, avoir comme seul slogan de campagne 60 ans de règne, c'est trop. C'est-à-dire que véritablement, il n'y avait pas de projet de société pour ce pays-là. Et curieusement, ce sont des experts. On vous dit que c'est un professeur agrégé d'économie. Il n'y avait pas un véritable projet de société pour le peuple gabonais. Simplement le fait de leur dire qu'il a trop duré, il faut qu'il parte. Et donc, lorsque les militaires prennent le pouvoir, ils prennent le pouvoir en surfant sur les mêmes éléments avec lesquels ceux aujourd'hui qui se réclament être les vainqueurs aux élections ont joué dessus, à savoir dire aux Gabonais que cette famille a trop duré au pouvoir. Le plus important, c'est qu'ils partent. On verra la suite après. Parce que c'est sur ces éléments-là que l'opposition a battu campagne. Et donc, lorsque les militaires prennent le pouvoir, ils s'appuient également sur cette réalité-là en disant au peuple gabonais que nous avons entendu vos cris, votre volonté de changement, et nous avons véritablement pris le pouvoir pour faire changer les choses. Alors la question qu'on se pose, est-ce que véritablement ceux qui ont pris le pouvoir sont en train de faire changer les choses? C'est ça la véritable question ici. Et à ça, il faut dire que même si on reste dubitatif, pourquoi? Parce que il faut le dire très clairement que nous avons eu des précédents. Il vous souvient que en Guinée-Conakry, lorsque le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya prend le pouvoir, nous étions pas très sûrs véritablement de son projet de société pour le pays, parce que lorsque le coup d'État a lieu le dimanche matin, le samedi soir, l'ambassade de France avait déjà envoyé des mots, des textes à ses ressortissants en Guinée-Conakry, leur demandant d'éviter de sortir le dimanche en matinée et plus précisément d'éviter les alentours du palais présidentiel. Comme quoi, ils étaient au courant que véritablement il devait avoir coup d'État ce matin-là, mais ils ont laissé faire. Alors s'ils ont laissé faire, ça veut dire clairement que soit celui qui l'a fait rouler pour eux, soit ils avaient le contrôle sur celui qui devait le faire. Et donc, quand il a réalisé ce coup d'État-là, nous, les panafricains, nous avons été dubitatifs de dire que bon, on n'est pas sûr. Mais aujourd'hui, quand on voit les ajustements de Mamadou Doumbouya, on peut dire que c'est la révélation panafricaine de cette année ou depuis pratiquement 2 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on l'a envoyé, il a su s'envoyer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Même si celui-ci a été envoyé par une quelconque puissance, lui-même, il a su s'envoyer. Et donc,
ce sont ces précédents-là qui font en sorte que on reste dubitatif sur celui qui a véritablement pris le pouvoir du côté du Gabon. Parce que les éléments démontrent à suffit qu'on a plus affaire à une révolution de palais que véritablement une révolution populaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on le dit? Simplement parce qu'il y a tellement d'incohérences même dans la manière dont cette révolution est menée. Je crois que Maître Janvier Moumou vous le rappelait encore tout à l'heure. Vous savez, lorsqu'une pareille révolution se fait, immédiatement, il n'y a pas unanimité au sein des forces de défense et de sécurité. C'est difficile. C'est pourquoi on prend du temps. Il y a des tractations qui se font en interne parce qu'au sein des forces de défense et de sécurité, il y a deux unités ou deux corps que lorsque les deux sont déjà ensemble, les autres joignent le rang facilement. Le premier, c'est la garde républicaine. Le deuxième, ce sont les forces spéciales. Lorsque les deux corps ou unités sont d'accord sur la chose, les autres corps de l'armée rejoignent la chose. C'est pourquoi même au Mali, au Niger et même au Burkina Faso, vous avez vu qu'il y a une médiation derrière pour permettre à ce que les autres corps de l'armée rejoignent justement ceux qui avaient fait le coup d'État. Mais dans le cas gabonais, immédiatement, toutes les composantes des forces armées de sécurité se retrouvent même en moi. Ils étaient unanimes sur le HO. C'est comme si véritablement, quelque part, il y a une sorte de préparation. Il y a une sorte de préparation parce que ce qui est révolutionnaire, c'est instantané. C'est pas quelque chose qui, même si quelque part ça peut se faire, ça peut se murmurer dans les chaumières, mais la dynamique, le fait que tous ensemble, immédiatement, ont eu à adouber ce coup d'État-là pose problème. La seconde des choses, c'est que le général de brigade Brice Oligui Nguema, dont on dit être le cousin, je veux parler sur ces questions-là. C'est trop léger, ça baisse l'analyse. Même si on dit être le cousin du président de la famille du président Ali Bongo, lorsqu'il prend le pouvoir, il dissout les institutions du pays, il dissout le gouvernement, il dissout la Cour constitutionnelle, il dissout le Conseil social et économique, il dissout le Parlement. Mais aujourd'hui, on est très curieux de comprendre que la même personne se dit prêt à réhabiliter la Cour constitutionnelle simplement parce qu'il voudrait prêter serment. Et quelle Cour constitutionnelle? On parle de la Cour constitutionnelle qui est présidée par Madame Marie-Madeleine Borantzou. Qu'il faut le rappeler, elle-même était une maîtresse du père Ali, du père Omar Bongo, avec qui elle a eu des enfants. Cette même Cour constitutionnelle qui a reconnu cette chose de ce côté qu'on a appelé la dépénalisation de l'homosexualité. Peut-être pas pour débat, pour précision de juriste, sans vous couper, oui. Charles, je voudrais, pour qu'on Maître, est-ce que le nouveau l'homme fort, le nouvel homme fort, ça se passe très bien dit ici, le nouvel homme fort du Gabon avait vraiment besoin de cette cour constitutionnelle? Permettez que je finisse, vous allez passer la parole. Je suis en train de finir. Donc, oui. Je dis, il a dissous les institutions, mais curieusement, il réhabilite une institution, précisément la Cour constitutionnelle, simplement parce qu'il veut prêter serment. Est-ce qu'on est véritablement dans l'optique de s'acquérir ou de défendre les intérêts du peuple? Parce que je crois que sur la table actuellement, si véritablement les intentions de ce monsieur étaient nobles, il y a tellement de problèmes pressants sur la table pour penser qu'à l'immédiat, l'important serait de prêter serment pour exercer le pouvoir. Non, c'est trop facile. Mais ça va encore plus loin. Pourquoi? Parce que quand vous voyez même les déclarations de l'homme, écoutez, lorsqu'il prend le pouvoir, voilà ce qu'il dit à la télé. Il dit: je tiens à rassurer l'ensemble des bailleurs de fonds, les partenaires au développement, ainsi que les créanciers de l'État, que toutes les dispositions seront prises afin de garantir le respect des engagements du pays à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. En réalité, il prend le pouvoir pour s'adresser à ce que nos chefs d'État ont l'habitude d'appeler la communauté internationale. Il ne prend pas le pouvoir pour répondre aux problèmes des Gabonais qui en réalité sont victimes de cette communauté internationale. Mais il prend le pouvoir pour rassurer, c'est ce qu'il dit, pour rassurer cette communauté internationale dont on connaît bien les qui siègent à cette communauté internationale, les supposés vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un discours qui paraît un peu fallacieux et qui véritablement ne disent pas les intentions de l'homme qui aujourd'hui se dit être le candidat ou alors se dit être celui-là qui viendra justement rabattre les cartes, les aspirations exactement de nature à redonner la fierté et la dignité au peuple gabonais. Autre chose également, quand on voit le traitement de cette actualité par les médias étrangers,
Il vous souvient comment les médias occidentaux, les médias mainstream, ont traité les autorités maliennes, burkinabais et nigériens. C'est-à-dire que c'était un vocabulaire, un narratif, mais d'une autre planète, jeune, putiste, illégitime, mais regardez la facilité et parfois même la fierté que certains médias étrangers ont à donner à ce monsieur. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'en réalité, déjà que certains termes ne sont pas utilisés lorsqu'il s'agit de Brice Oligui Nguema. On parle des militaires, on parle le président. Ils disent là-bas, écoutez, ils disent le président de la transition élu à l'unanimité. Allez lire, le France Monde, vous avez Monde, LC, autres, président de la transition qui a été élu à l'unanimité au sein des forces armées. Vous savez, vous écoutez, à l'unanimité au sein des forces armées. Donc, le traitement de l'actualité gabonaise nous amène également à nous poser des questions sur véritablement, est-ce que ce monsieur est une émanation du peuple? Est-ce qu'il est dans la logique de ces militaires patriotes que nous connaissons du côté du Mali, du Burkina Faso, du Niger, ou encore véritablement celui-ci sera en train de servir les intérêts d'une quelconque puissance qui voudrait bien se maintenir au Gabon? Surtout que l'histoire nous apprend très clairement avec les événements récents en Afrique de l'Ouest que la France elle-même a compris qu'il serait important pour elle de se redéfinir. Mais de se redéfinir comment? De se redéfinir parce que la réalité ouest-africaine leur a montré qu'il est plus facile de dealer avec le pouvoir militaire qu'avec un pouvoir civil. Parce que le pouvoir militaire est beaucoup plus fort. Donc, il est très probable que véritablement dans le théâtre gabonais, que nous soyons à une forme de manipulation de nature à faire comprendre aux masses que nous sommes dans la continuité de ces révolutions populaires qui sont menées en Afrique de l'Ouest, alors qu'en réalité, on a affaire aux mêmes acteurs, on a affaire aux mêmes intermédiaires, on a affaire au même système, le système France-africain qui s'est simplement redéfini, qui s'est simplement repensé sur la base des menaces auxquelles elle a eu à faire face d'un autre côté, à savoir en Afrique de l'Ouest. Quand j'ai fini de le dire, j'aimerais, pour chuter, rappeler quelque chose et dire quelque chose aux Africains qui nous écoutent. Il faut qu'on sache clairement qui sont derrière ce qui est en train de se faire du côté du Gabon. Vous estimez qu'il y a des gens derrière? Bien sûr. On a tellement limité cette actualité à la France parce que c'est clair que la France se manœuvre derrière. Nous savons que même au sein de la famille Bongo, il y a, je vais dire quoi, il y a des disputes, ça se discute très clairement. Il y a des clans. D'abord, la manière avec laquelle on assiste à une certaine forme d'arrestation ciblée qui nous font penser à une forme de purge démontre à suffit que nous avons affaire beaucoup plus à des règlements de compte que véritablement une volonté de régler les problèmes de ce pays-là. Mais je vais vous lire très rapidement un morceau choisi de la DGSE française, entendu les services de renseignement français sur la situation au Gabon. Écoutez ce que la direction de la DGSE dit. Allez-y, Charles. Ils disent, selon les Américains, les autorités françaises ne sont plus en mesure de protéger efficacement les intérêts de l'Occident collectif, y compris ceux des États-Unis d'Amérique, sur les territoires qu'elles contrôlent. La Maison-Blanche a donc décidé de prendre la situation en main. Voilà ce que dit la direction de la DGSE française, entendu les services de renseignement français. Ça veut dire que dans ce petit message que la DGSE française vient de délivrer, il disait clairement que derrière l'homme fort actuellement du côté de Gabon se trouve la toute-puissance main de la Maison-Blanche et des services de renseignement américains. Pourquoi est-ce que les Américains, justement, craignent ça? Et il le dit clairement, parce qu'ils se rendent compte que la France n'est plus à même de contrôler ses anciens territoires pour les intérêts de l'Occident collectif. L'Occident collectif qui a pour parrain les États-Unis d'Amérique, ça il faut le dire. Alors, pourquoi est-ce que donc les États-Unis prennent donc la main dans le théâtre gabonais? Simplement parce qu'ils ont compris qu'à chaque fois où la France est défaite sur son ancien territoire, elle ouvre les portes à la Fédération de Russie. Et aujourd'hui, le défi pour les États-Unis d'Amérique, d'ailleurs, ils l'ont démontré dans une des lois qui a été votée au Parlement, au Congrès américain, c'est de réduire l'influence de la Fédération de Russie sur le territoire africain. Voilà pourquoi les États-Unis également, sur le territoire africain, sur le sol gabonais principalement, a manœuvré, et peut-être encore jusqu'à présent, manœuvre pour s'assurer
de la sauvegarde des intérêts de l'Occident collectif dont le maître d'œuvre, ce sont les États-Unis d'Amérique. Quand je le dis, c'est pour amener également, et là je termine avec, les Africains à comprendre la profondeur de ce combat. Il faut dire très clairement que s'il est vrai qu'aujourd'hui les luttes d'émancipation, de libération, de souveraineté, de liberté que nous voulons pour nos peuples, la France en grande partie est responsable de cela, il faut clairement rappeler à ceux qui nous suivent que la cible de ce combat, ce sont les États-Unis d'Amérique. Parce que c'est eux le grand mal. La France elle-même n'est qu'un sous-traitant des États-Unis sur le territoire africain. Et donc, quel est l'objectif stratégique derrière tout ce qui est en train de se faire? L'objectif stratégique ici, et là je vais rappeler une formule de mathématiques qui s'appelle la règle de 3, où on nous disait, si tel de tel existe, ou alors de point, ou donne ça, ça veut dire que tel de ceci donnera l'autre ci. Alors pour le théâtre gabonais, ce qu'il faut dire c'est quoi? C'est que si le Gabon, avec toutes ses richesses actuelles et connues jusqu'à présent, nous a produit un Brice Oligui Nguema, la question que les Africains doivent se poser, c'est que la Côte d'Ivoire de 2024, le Cameroun de 2025, qui également passera par la même période que nous vivons aujourd'hui au Gabon, nous produira quoi? La période électorale. Exactement, nous produira quoi? Nous produirons quoi? C'est ça le problème. Parce que derrière ce qui se passe au Gabon, il y a la réalité des autres pays que sont la Côte d'Ivoire et le Cameroun, qui véritablement devront passer par cette épreuve-là, et dont les acteurs officieux qui opèrent aujourd'hui du côté du Gabon et qui ne veulent pas voir l'Afrique leur échapper, vont manœuvrer pour que nous revivions le même théâtre que nous sommes en train de vivre du côté du Gabon. Est-ce que nous sommes préparés donc à faire face? Je pense que voilà la véritable... C'est toute la question. Charlie, merci beaucoup pour cette prise de parole. Alors, Bertrand Tatinda, vous venez de suivre